Bonjour, bienvenue dans la série des Unstoppable du World Forum de 2021. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là avec Pierre Filion. Quand l'équipe du World Forum m'a demandé qui et quelles initiatives pouvaient être mises de l'avant dans la série des Instoppables, des gens qui persévèrent et qui font des choses malgré les intempéries, on va dire, je me suis dit, il n'y a pas mieux que Pierre pour parler de ça. Et je me suis dit que j'étais pas pire non plus dans l'histoire et qu'une conversation entre Pierre et moi pourrait vraiment être intéressante et faire un retour d'expérience sur une quinzaine d'années qu'on vient de passer à développer, à sensibiliser, à accompagner des organisations, à essayer de transformer en fait le monde des affaires pour le rendre plus durable. Donc, je suis Esther Dormagin de la firme Elio. Elio, on fait de l'accompagnement des organisations, tout type d'organisations, dans leur stratégie de transition socio-écologique, de développement durable, de régénération. Et puis, Pierre, veux-tu dire qui tu es? Bien, je suis Pierre Filion, président-directeur général du Conseil des Industries durables. Alors, on est responsable de la mise en place de la certification éco-responsable en gestion du développement durable et de tout le programme au complet là, depuis des années. Entre autres, parce que tu as encore plein d'autres choses à nous dire. Oui. Donc, l'idée, c'était de faire un petit peu, de vous expliquer d'où on vient, comment on s'est connus, et puis de vous raconter un petit peu les facteurs qui ont fait que, voilà, les obstacles qu'on a rencontrés, parce que c'est toujours très intéressant de partager ça, et puis de voir qu'est-ce qui nous a facilité, en fait, dans cette transition-là. Donc, à l'époque, c'était en 2006 à peu près. Moi, je suis au Québec depuis 17 ans. Ça fait 16 ans que je fais le métier que je fais, d'accompagner des organisations. Et en 2006, le gouvernement au Québec a décidé de passer une loi, d'adopter une loi qui était la loi sur le développement durable du gouvernement du Québec. Et puis ça a enclenché une série d'événements et de transformations qui sont pertinentes et qui finalement nous ont quand même pas mal façonné par rapport à là où on en est. Donc la première chose qui a été faite, une fois que cette loi a été adoptée, il y a le Bureau de normalisation du Québec qui a embarqué pour élaborer une norme qui pourrait permettre aux organisations de suivre une méthodologie en fait pour se transformer. Avec une norme est venu donc évidemment un référentiel et puis le gouvernement aussi investi dans des projets pilotes. Donc à l'époque, ils ont regroupé tout un certain nombre de consultants finalement, de gens dont c'était le métier là d'accompagner des organisations pour les emmener sur des projets pilotes. Moi, j'ai participé à toutes ces étapes-là, de la rédaction de la norme, projet pilote. Et puis, à l'époque, Pierre, toi, tu étais dans une situation qui faisait que ce sujet-là te semblait... le statu quo ne pouvait plus durer, ce sujet-là te semblait extrêmement percutant. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus, parce que moi, étant dans les projets pilotes et accompagnement, toi, tu avais ce projet qui te tenait à cœur, donc tu peux nous en parler? Bien oui, tout à fait. Au moment où on s'est rencontrés, j'étais le président, directeur général de la Fédération des industries de plastique. Alors, moi, en étant à la tête de cette industrie-là ici au Québec, alors le développement durable était définitivement un axe prioritaire, un axe stratégique de développement pour l'industrie. Et puis, déjà, j'étais à la table de réfléchir à une méthodologie, comment on ferait pour emmener les entreprises étape par étape à intégrer le développement durable et à créer des leviers de développement des affaires, des leviers stratégiques de développement des affaires et de positionnement sur les marchés. Donc, de là, on a croisé nos routes, Esther. On était au début, au premier balbutiement de la loi, de la norme, tout ça, BNQ 21000. C'est dans cet esprit-là qu'on s'était rencontrés. Oui. Puis toi, tu as toujours milité au sein de ton industrie en disant il y a celles qui vont se distinguer sur les marchés mondiaux, tu avais une approche très entrepreneuriale, très business aussi, mais en disant ça va distinguer le marché des entreprises qui vont pouvoir justement se démarquer. J'ai toujours dit que le développement durable va séparer les enfants des parents. Ce qui veut dire que quand tu veux atteindre un niveau supérieur en gestion d'entreprise, le développement durable va te permettre de le faire parce que tu vas pouvoir avoir un regard 360 degrés sur ton organisation et tu vas pouvoir aussi l'élever, tu comprends-tu, de la mêlée. Et puis moi, je disais très clairement qu'il y a deux industries de plastique à l'époque. Il y a celle qui a compris, qui fait le virage éco-responsable,
puis il y a celle qui va toujours regarder ça comme étant une dépense et puis va toujours gérer leurs organisations en fonction de la colonne de chiffres, là, la rentabilité, la profitabilité à outrance. Alors, puis à l'époque, il y avait déjà un petit peu de problème d'acceptabilité du plastique, évidemment, là. Ouais. Et aujourd'hui, on comprend bien que celles qui ont embarqué Ouais. dans l'aventure ont anticipé, en fait, l'énorme problème d'acceptabilité sociale du plastique qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'était vital pour l'industrie, mais à l'époque, ils ne le voyaient pas tellement comme ça. Non, mais c'est la raison pourquoi j'ai quitté mes fonctions à un moment donné, Ouais. en 2013, pour créer le Conseil des industries durables. Parce que je me disais, bon, d'une part, si c'est bon pour le plastique, c'est bon pour d'autres industries. Alors, la méthodologie, l'approche, le programme, tout ça était bon. Mais je ne voulais plus non plus défendre les intérêts de toute l'industrie des plastiques. Alors, sachant très bien qu'il y en a une partie de cette industrie-là qui ne se questionne même pas le matin comment ils vont organiser leur entreprise pour être à la rencontre des exigences du futur, c'est strictement comptable. Oui, non, tout à fait. Puis en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Pierre, on a monté un programme, le programme d'accompagnement, là, qui était basé toujours un peu faire la lignée avec ce qu'on avait développé avec le gouvernement, avec le BNQ, etc. Mais donc on a monté ce programme d'accompagnement léger pour des PME, pour vraiment enclencher, commencer à faire rouler la roue. Ouais. Et on s'est vite aperçu que il y avait des entreprises largement en dehors du plastique qui étaient intéressées. Donc là, ça avait vraiment du sens de sortir en fait de cette industrie-là pour l'élargir. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a accompagné, attends, rappelle-moi combien... Bien, la première cohorte était une trentaine d'entreprises qu'on avait, toutes dans l'industrie du plastique. C'était toutes de l'industrie des plastiques. Et là, on était quoi, 3-4 consultants là-dessus, je pense? Oui, on était, il y avait 7, non, c'est vrai, il y avait 3-4 consultants au départ. Ouais. Et bien entendu, moi, je voulais démontrer que l'industrie des plastiques, c'est une industrie d'avenir. C'est une industrie que si elle se prend en main, puis qu'elle intègre toutes les notions, les principes du développement durable, c'est une industrie qui fait partie de la solution environnementale ou de la solution écologique. Alors, c'est avec eux autres, c'est avec ces entreprises-là qu'on a démarré le programme éco-responsable et éventuellement la certification qui en découle. Oui. Donc, c'est ça. Et par la suite, après ça, on s'est dit en 2013, même avant 2013, je pense qu'on a ouvert à d'autres industries avant même. Oui, très vite. Ouais. Très vite, effectivement. Et puis là, on a commencé à voir des gens vraiment, même dans l'agroalimentaire, etc. Donc, c'était... puis on faisait vraiment office de pèlerin, là, clairement, à cette époque, parce que ça n'a pas été... Là, déjà, 30 entreprises, c'était vraiment un exploit, parce que il a vraiment fallu que tu prennes... J'en ai démarché au-dessus d'une centaine. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Au-dessus d'une centaine pour être capable d'avoir l'allégeance d'une trentaine qui dit « Moi, j'y crois ». Oui. Je peux vous dire que j'ai frappé des portes fermées quand je dis au-dessus d'une centaine. Alors, je suis sorti de rencontres des fois très démotivé parce que je voyais le peu de réceptivité par rapport à la planète. Parce que moi, qui dit développement durable, la première chose que j'essaie de penser tout le temps, puis j'essaie de communiquer, c'est quand on parle de développement durable, c'est la pérennité durable de la planète qui est le premier récipiendaire de nos efforts, de nos démarches. Alors, quand j'essuyais une fin de non-recevoir, quand j'arrivais puis je présentais tous les arguments, là, puis j'avais une porte fermée, là, je peux vous dire qu'il faut être drôlement motivé pour sortir de là puis continuer. Unstoppable. Unstoppable. Et voilà. Oui, c'est vraiment le thème du jour. Donc effectivement, et ça a été un gros travail de pèlerin. Je pense que les entreprises, et encore aujourd'hui, c'est un défi, mais les entreprises ne faisaient pas le lien entre leur modèle d'affaires, leur business et justement, les entreprises ne se voyaient pas connectées autant maintenant elles commencent à comprendre combien elles sont connectées à la société et à la planète. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et puis, il y avait peu de pression externe encore, parce qu'on n'avait pas des lois comme il pouvait y avoir en Europe qui imposaient des choses. Donc, le marché du carbone est venu par la suite, etc. Et il ne concerne qu'une portion des entreprises. Donc, de fil en aiguille, donc, le programme éco-responsable, il s'est professionnalisé. Évidemment. Donc là, il y a d'autres joueurs qui sont venus aider. Et puis, il y a eu l'entrée d'Écossaire. Parce qu'au début, on était quand même dans la V1, on était quand même pragmatique. Démarche maison. C'était une démarche maison, c'était une démarche avec la foi, la volonté, la détermination, et puis de convaincre. On était dans une offensive de convaincre d'autres que c'est bon pour la planète. Alors, c'est pour ça que je dis, on a traversé le désert dans un premier temps.
Parce que partir d'un point de vue que c'est une dépense, le développement durable, pour les emmener maintenant que c'est profitable, rentable, durable, et ça a des impacts sur l'ensemble de ton écosystème d'affaires, on a franchi des étapes à cette heure. Oui, vraiment. Donc là, quelques années plus tard, il y a eu Ecocer qui est rentré en scène. Ouais, et là, il y a eu la création d'une certification plus étoffée, très professionnelle, très crédible, avec des auditeurs très carrés. Très carrés, voilà. Mais selon les plus hauts standards internationaux. Voilà. Et grâce à Ecocer. Ouais. Mais la différence, parce qu'il y a 2 certifications internationales en gestion du développement durable. Il y a la FAC 26000 en Europe, avec l'AFNOR, et il y a Éco-responsable avec Ecocer. Mais la différence des 2, c'est que la certification éco-responsable, c'est une certification d'amélioration continue. Donc, déjà au départ, on n'était pas du tout dans des sentiers battus, on était dans des sentiers non battus, parce qu'il fallait développer un cahier des charges qui respectait la progression et la performance. Ça a été encore un double défi. Oui, parce que les autres certifications vont plus sur une notation, B Corp aussi, c'est des notations, conformité, etc. Conformité. Donc effectivement, déjà, ça, c'était différent. Et Ecocer n'était pas forcément habitué à ça. Mais aucune agence de certification est habituée à ça. Oui. Mais c'était important parce que la certification était quasiment inévitable parce que c'est les entreprises elles-mêmes qui disaient qui avaient du mal à embarquer s'il n'y avait pas derrière au moins une forme de reconnaissance. Et voilà, ce n'est pas une volonté de toi et de moi, c'est une volonté des chefs d'entreprise qui à l'époque ont dit « Filion, si tu nous embarques dans une démarche, moi je vais avoir quelque chose au bout qui va me démarquer, qui va faire en sorte que je vais avoir une reconnaissance officielle, crédible. Et c'est eux qui m'ont emmené dans le sentier de la certification. Je faisais, à l'époque, c'était une attestation qu'on faisait de la démarche. Mais ce sont les chefs d'entreprise. Mais ne sachant pas c'est quoi développer une certification, c'était toute une aventure. Unstoppable. Alors, Ecocer est arrivé et comme salutaire dans le processus. Ils sont venus carrément ceinturer tout le programme, la démarche. Et quand on met le sceau de Ecocer aujourd'hui, on le sait que l'entreprise a fait ses devoirs. Alors, avec qui vous voulez travailler dans la vie? Voulez-vous travailler avec celles qui font les devoirs puis qui prennent action? Ou vous voulez juste celles qui font des discours, des beaux discours puis qui font des belles apparences? Et c'était vraiment une excellente décision parce qu'aujourd'hui, elle nous sert beaucoup, la certification. Elle nous sert beaucoup et on sait qu'elle commence à être... Les donneurs d'ordre, en fait, les grandes entreprises commencent à la reconnaître officiellement. C'est-à-dire que ça aussi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et, les donneurs d'ordre aussi. Oui, exact. Dans les appels d'offres publics, etc. Donc tout ça est en train, voilà, même si c'est en train de se mettre en place. Et c'est aussi à l'époque qu'on a créé le format cohorte aussi, parce que ça aussi, ça perdure, ce format-là. Et le format cohorte, c'est sûr qu'il y avait des entreprises individuelles, mais le format cohorte est arrivé à ce moment-là, avec des activités collectives, des activités de l'accompagnement stratégique individuel et des certifications individuelles. Et ça, c'est quelque chose qui a été décliné dans le temps, puisqu'aujourd'hui, c'est un modèle qu'on propose, qu'on administre encore. Oui. Et c'est un modèle qui porte ses fruits. Qui porte ses fruits, on voit bien l'intérêt. À tel point que il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, 4 ans et demi, j'avance un peu dans le temps, mais il y a 4 ans et demi, en fait, moi, de mon côté, chez Elio, on a un concours de circonstances fait qu'on a commencé à avoir des discussions avec la ville de Montréal pour développer une offre justement sous forme de cohorte à la ville pour les entreprises de l'île de Montréal, de la ville de Montréal, l'agglomération. Et la ville ayant des expériences intéressantes sur des formats de parcours entrepreneuriaux assez étoffés, la ville a proposé qu'on fasse un parcours développement durable pour les entreprises de la ville de Montréal, donc quelque chose de grande ampleur. Et là, on a eu la chance de démarrer avec un programme qui pouvait être très étoffé et qui nous permettait de rendre encore plus visibles les entreprises qui participaient et l'accompagnement et la certification. Donc ça, on a intégré tout de suite la certification dans ce programme-là. Et là encore, on s'est dit, heureusement qu'il y a une certification parce que ça a quand même beaucoup joué. C'est venu, encore une fois... La cerise sur le Sunday, les gens étaient prêts à faire les efforts, mais ça prenait quelque chose de solide qui donnait cette
différenciation-là et cette distinction-là par rapport aux autres entreprises qui ne l'ont pas, la certification. Oui. Exactement. Non, tout à fait. Puis les entreprises sont fières, ça donne une bonne étape. Et combien, alors dis-moi, combien à peu près, là, il y a d'entreprises qui ont reçu une première certification éco-responsable? Bien, écoute, si on prend tout le programme au complet depuis le début de sa création, la phase 1, la phase 2 que j'appelle, là, avant Écossaire et après Écossaire, ben, on a plus de 160 entreprises qui aujourd'hui ont passé à travers de la méthodologie éco-leadership, qui ont suivi toutes les étapes, qui ont un plan d'action éco-responsable. Et puis, bien entendu, d'ici la fin d'année, on va être tout près de 200 grâce à la cohorte de Montréal, le parcours d'aider développement durable de Montréal. Alors, l'idée, c'est que ça fait son petit chemin tranquillement, pas vite. Et d'un à un, on gagne tout le temps. Les entreprises se joignent. Et puis là, bien, écoutez, on est en train de créer le plus important réseau dédié au développement durable au Québec et même, je vous dirais même en Amérique, parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est sûrement pas aux États-Unis que ça se passe, c'est sûrement pas dans le reste du Canada que ça se passe. Là. Ils font juste commencer à y réfléchir. Là. Donc, le Québec est vraiment précurseur, pionnier du développement durable en Amérique. Et puis, comme on sait que quand la roue tourne, elle est instoppable, donc là, il y a effectivement tout ce grand mouvement. Et puis, il y a d'autres projets internationaux. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin, évidemment. Puis, il y a d'autres programmes. Donc, ce format de parcours, de cohorte, etc., avec une volonté de certification, etc. Raconte-nous un petit peu justement ce qui est en train de se tramer là et de voir le jour, en fait. Ben, écoutez, mes chers consoeurs et confrères européens, alors, je veux juste vous dire que le Québec a débarqué chez vous avec notre leadership, nous aussi en développement durable. Et puis, depuis juin cette année, Esther, la marque de commerce, la marque de certification éco-responsable, elle a été approuvée à l'Union européenne. Et puis, par le fait même, la marque de certification maintenant peut être déployée dans 28 pays de l'Union européenne. Donc, j'avais toujours vu l'Europe comme étant vraiment le standard, le plus haut niveau du palier à atteindre. Mais sachez qu'aujourd'hui, les Québécois, le Québec est débarqué, venir se niveler avec vous, chers consoeurs et confrères européens. Et on est fiers de pouvoir porter en Europe aussi cet éco-leadership-là, qui est unique. Qui est unique. C'est une formule, un modèle, une approche qui est unique. Alors, avec notre partenaire Écossaire, avec d'autres partenaires, bien entendu, ben nous, tout ce qu'on aspire, c'est le déploiement international. On a aussi une autre initiative actuellement qui est en cours pour un déploiement national au Canada, donc coast to coast. Donc, on est dans cette lancée actuelle d'étendre et d'ouvrir à d'autres nations, à d'autres régions du monde, notre éco-leadership. Parce que c'est vrai que c'est des solutions de certification pour des entreprises, on va dire traditionnelles, même si ce n'est pas ce nom-là qui devrait s'adapter. Il y en a pas vraiment d'autres dans la mesure où tu vas avoir des niches comme B Corp sur lesquelles qui ont des intentions, qui sont des entreprises à mission avérée, mais pour des entreprises industrielles, des entreprises qui sont dans d'autres secteurs, il y avait vraiment pas de réponse réellement, hormis des certifications produits évidemment, mais là une certification corporative, on va dire, il y avait vraiment pas de réponse. Si vous regardez toute la panoplie des certifications qu'on appelle thématiques, des certifications environnementales, sociales, gouvernance, B Corp qui est beaucoup axé sur la gouvernance. Quand vous regardez la panoplie des certifications qui existent actuellement, écoutez, il n'y en a pas beaucoup qui touchent toutes les industries, toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur industrie. Il n'y en a pas beaucoup, là. Non. Et abordable, accessible, simple. Parce que j'ai toujours dit que le développement durable, ça devait être une démarche simple, où ce que tout le monde est capable de franchir le premier palier, se stabiliser, franchir un deuxième palier, se stabiliser. Mais tout le monde est invité à la grande porte de l'école, la première marche de l'école, tout le monde est invité. Alors, il n'y a personne qui est laissé pour compte, sauf les industries qui sont dans l'armement, le nucléaire, des choses de même. Bien entendu, le cahier des charges, la certification prévoit que pour ces industries-là, vous ne pouvez pas être éco-responsable, parce qu'on s'entend qu'est-ce qu'elles engendrent. Mais pour toutes les autres, que services,
commerce de détail, manufacturier, industriel, même spatial, Oui. peuvent être certifiés. Justement, à propos de spatialité, de nouvelles frontières, etc., il y a un autre sujet là qui est quand même d'actualité, c'est le carbone. Oh, oui. C'est le carbone. Et puis là aussi, enfin, le CID a quand même agi là-dessus, pris les devants aussi. Ouais. Donc on voit que ça, c'est quelque chose, c'est des sujets qui se structurent au niveau de l'accompagnement des entreprises. Puis justement, tu as monté un programme aussi. Oui. Tu sais, Esther, quand on s'est rencontrés au début, moi, en 2008, quand je suis arrivé au chef d'entreprise du plastique dans mon conseil d'administration, il y avait 24 paires de yeux. Puis quand j'ai arrivé, j'ai dit, il y a 4 axes de développement stratégique pour l'industrie des plastiques du Québec. Puis le premier axe, c'est le développement durable. Là. J'ai eu 24 paires de yeux qui se sont virés vers moi. Là. Puis soit qu'il y avait des couteaux, des machettes, des guns. Alors, c'était clair que pour eux autres, ils disaient, « Wow, Filion, là. On compétitionne au quart de scène, là, OK? Puis, avec la Chine, le Mexique, tout ça, tu vas nous embarquer dans une démarche qui va nous coûter de l'argent. Ça veut dire qu'il va falloir vendre notre plastique plus cher. Et là, ma mission, là, mon missionnariat a commencé pour dire, non, si vous faites du vrai développement durable, là, vous allez réduire, vous allez améliorer la qualité, vous allez réduire les délais, vous allez réduire le prix, vous allez totalement concurrentiel. On était 10, 12, 15 ans en avant de tout le monde, Esther. Tu te souviens? Absolument. Le programme carbone qu'on lance maintenant, aujourd'hui, au moment où on se parle, on déploie actuellement le programme Carbon Leadership pour la mesure de l'empreinte écologique et l'analyse de cycle de vie des produits. On est 12-15 ans en avant de tout le monde. Aujourd'hui, si on regarde ça, Esther, là, en 2008, on était 10, 12 ans, 15 ans en avant. Oui. Aujourd'hui, personne ne réfute le fait que le développement durable, c'est un passage obligatoire. Exact. On était 10-12 ans. Alors, le même discours que je dis aujourd'hui, on est 10, 12, 15 ans avant tout le monde avec le programme carbone. Mais le sujet du carbone est quand même maintenant beaucoup plus sur les lèvres que le développement durable il y a 15 ans. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la bonne vague. Mais tout ça, c'est pas faisable sans. Tu sais, on utilise aussi, on va optimiser en fait des choses qui sont pas juste, on réinvente pas tout quand même. Donc tu vois, on utilise aussi des référentiels européens, on utilise des référentiels même américains, etc. On va chercher des morceaux dans différents pays européens. Donc tout ça, c'est quelque chose aussi qui est pas, tu sais, on réinvente pas toute la roue. Au contraire, l'idée c'est de travailler un peu en réseau. Puis je pense au facteur de succès, c'est aussi le fait de pouvoir aller optimiser des choses que d'autres ont lancées, qu'on peut les mettre autour de la table et puis apprendre les uns des autres quand même. Quand on a créé le programme éco-responsable, Esther, on s'est basé sur les meilleures pratiques internationales. Oui. On a pris les 17 objectifs de l'ONU, on a pris l'ISO 26000, on a pris le BNQ 21000, on a pris le GRI, le Global Compact. On a tout intégré ça dans un seul et même référentiel. Exact. Pour le carbone, on a pris le protocole GHG, on a pris ISO 20400, on a pris aussi le ADEME en Europe, en France, qui nous a inspiré pour développer ce qu'on appelle le cadre de référence de la démarche, la méthodologie Carbon Leadership, le programme et la certification, bien entendu, qui va en découler, la certification Climate Neutral. Alors, on ne réinvente pas la roue, mais on fait juste dire à une entreprise maintenant, parce que tu n'as pas le temps de comprendre tout ce qui se passe dans l'univers, parce que ton rôle, monsieur, madame entreprise, c'est de faire de la business. Nous, les gens qui sont autour dans l'écosystème, on doit digérer, prédigérer tout ça et vous amener ce que j'appelle une formule, une méthodologie, une démarche qui va faire que vous allez optimiser le temps, les ressources, l'investissement. C'est ça notre rôle. Oui. Alors, je peux juste dire que autant dans Eco-Leadership que Carbon Leadership, nous avons carrément intégré tout ça. On s'est assuré que quand les entreprises vont s'investir dans la démarche Carbon Leadership, ben, elles vont bénéficier de toutes ces meilleures pratiques-là internationales. Bien sûr, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Quels sont les plus grands obstacles auxquels tu t'es heurté au fur et à mesure là, de toutes ces années? On va dire sur les 15 dernières années finalement, parce que c'est à peu près ça le retour d'expérience qu'on a.
Le plus grand obstacle, Esther, a été les humains eux-mêmes, les personnes elles-mêmes. On est dans un monde de transition entre la pensée linéaire vers la pensée circulaire. C'est toute une transition, là. C'est un changement de paradigme, là. Le paradigme du carbone, de l'empreinte écologique, là, c'est un nouveau paradigme, ça. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Donc, déjà, en partant, il faut que tu développes la culture de la mesure. Alors, pendant que le éco-responsable, lui, va gérer ce que j'appelle la gouvernance globale de l'organisation, va se donner des cibles, puis en fonction des 4 dimensions, des 24 enjeux du cahier des charges, des 8 fonctions de l'organisation, là, vous vous retrouvez avec des organisations extrêmement agiles, mobiles. OK? Bon. Le carbone, lui, vient mesurer de façon tangible les extrants, puis les intrants et les extrants. D'un bout à l'autre, c'est quoi votre empreinte écologique de vos activités d'entreprise. OK? Alors, les deux font la paire, hein, l'approche éco. Bon, dans cette démarche-là, dans cette grande réalité-là, le plus grand obstacle a été les individus parce que quand on a commencé à parler de développement durable, il y a des gens opportunistes dans la pensée linéaire qui ont dit « Voilà mon nombril, voilà une façon de monnayer et gagner ma vie. » C'est très légitime et c'est très louable. Par contre, moi, j'ai toujours dit que le vrai développement durable, c'est quelque chose qui est social, communautaire dans un pas, et non pas nécessairement juste capitaliste. C'est d'abord et avant tout une cause qu'on endosse. Le développement durable, c'est la pérennité de notre planète. Alors, malheureusement, beaucoup d'individus sur mon parcours se sont placés en travers de ma route parce que je leur faisais peur, je leur faisais de l'ombre, ou je prenais carrément le plancher, puis et alors qu'on a toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour que tout le monde embarque dans cette grande offensive-là. Alors, c'est vraiment l'humain dans sa pensée linéaire, mais je te dirais qu'avec le temps, ces mêmes personnes-là qui, aujourd'hui, ont plus d'impact sur personne, parce que même s'ils essaient de dire ou de déclarer des choses, elles ne sont pas écoutées. À l'époque, elles étaient écoutées parce qu'il n'y avait pas de résonance du développement durable. Il ne faut pas oublier quand même que tu arrivais en étant le patron d'une industrie super décriée, avec un discours complètement décalé. Donc, il faut avouer quand même qu'au début, c'était un peu une profession de foi quand même. Hein. donc ça, on peut comprendre. Puis après, ce qu'il y a, c'est que les choses se sont créées, enfin, il y a eu des résultats, etc. Donc, effectivement, mais la toute première approche, je pense qu'on peut comprendre que les gens pouvaient se questionner un peu, c'est normal. On a même créé une religion, Esther. Non. C'est pas vrai. Non, c'est l'allégeance à notre planète, c'est tout. C'est ça la grande religion ici. Mais oui, effectivement, de rassembler des énergies, puis d'inspirer confiance, de créer ce lien de confiance-là, et forcément, c'était pas facile. Et c'est toujours un défi, hein, évidemment. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses qui te semblent, ou qui t'ont aidé à l'inverse, qui ont été des obstacles, ou alors au contraire, qui ont facilité les choses? Bien, je pense que, outre l'humain qui peut être le plus grand accélérateur, innovateur, propulseur vers l'avant, autant l'humain peut être aussi le récipiendaire, le grand artisan des malheurs, du déclin, de tout ça. Alors, ça dépend toujours où on se place dans l'univers. Mais je pense que le contexte planétaire, je pense que les scientifiques, les citoyens, la population en général, qui est de plus en plus éduquée, les jeunes qui sortent des bancs d'école aujourd'hui, qui sont mauditement bien mieux outillés pour comprendre les enjeux planétaires qui sont devant nous, je pense que ça a été facilitant. Puis que aussi, ce qu'il faut où est-ce qu'il faut vraiment, vraiment attacher l'autre bout du continuum, c'est le consommateur, c'est le donneur d'ordre, c'est les clients des entreprises, tu comprends-tu, qui, eux, ces organisations-là, doivent imposer. Est-ce qu'on doit mettre des lois? J'ai toujours dit que le développement durable devait être dirigé. Ça ne peut pas être quelque chose qui est totalement volontaire. Le développement durable doit être dirigé. Alors, au même titre que la demande, hein, nous, on est l'offre, la demande doit, elle aussi, avoir ses conditions, ses prérequis, puis on sent que... Ouais.
ça bouge. Il y a un élan. Il y a un élan, on le sent de la part des jeunes. Il y a aussi, la pandémie ne veut pas, a évidemment fait réorienter beaucoup de choses. Et notamment, ce qu'on voit, moi je le mesure beaucoup, c'est les entreprises, enfin les personnes, parce qu'on a encore les humains dans les entreprises, les entrepreneurs, etc., se sont beaucoup questionnés quand même sur leur impact, sur ce dont ils avaient vraiment envie aussi, vers quoi ils avaient envie d'amener leur entreprise. Et on voit bien qu'il y a un intérêt plus accru pour la transition socio-écologique au sens large, mais justement la carboneutralité et puis le développement durable, enfin bon, l'industrie régénératrice aussi. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a les entreprises se questionnent beaucoup, les municipalités sortent des plans climat. Donc la ville de Montréal a adopté son plan climat il y a vraiment pas longtemps, en 2021. Il y a plein d'autres villes, Gatineau, etc., qui adoptent des plans climat. Il y a les associations, il y a le ministère du Tourisme qui met de l'argent pour le tourisme responsable. Le ministère de l'Économie a réorienté beaucoup de ses investissements vers l'économie circulaire, justement tous ces sujets-là qui nous aident. Donc il y a quand même un shift là, je trouve, qu'on sent au niveau des investissements publics, parce qu'effectivement il y a des lois, puis on le sait, tout ce qui est à usage unique, etc., le recyclage, bon, le compostage, tout ça. Mais il y a aussi les statuts d'entreprise à mission. Ça n'existe pas encore complètement ici, mais ça se discute. Donc il y a beaucoup de choses effectivement au niveau législatif, mais il y a aussi les incitatifs financiers qui sont en train de se réorienter beaucoup. Et ça, je trouve que ça va nous aider. Ça nous aide beaucoup. Le fonds Éco-Leader, qui est un fonds du ministère de l'Économie, qui est dédié à des projets, on va dire, d'éco-responsabilité, de transition socio-écologique, donne une bouffée d'oxygène extraordinaire aux entreprises. Donc ça, c'est des facteurs qui, je trouve, dans les 2-3 dernières années, ont quand même beaucoup évolué. Oui, puis comme je dis, il y a un éveil. Le développement durable, c'est d'abord et avant tout un éveil, une prise de conscience. Puis après ça, il faut diriger l'action. Il faut diriger qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Exact. Alors, moi je suis content, je suis fier, Esther, puis sérieux, là, ce qu'on a accompli depuis le début, on a une belle trajectoire. C'est, encore une fois, les embûches ont été contextuelles, ont été d'une part humaines, mais contextuelles, mais on voit que les choses évoluent tranquillement, pas vite. Puis là, on voit que les conditions planétaires se détériorent. Mais en même temps, le COVID a été une grande prise de conscience pour l'humanité de dire, hey, on doit d'abord et avant tout se remettre en question, nous, sur notre niveau de consommation, puis notre niveau de frénésie au niveau de posséder des biens. Ça l'a remis beaucoup le pendule à l'heure pour beaucoup de monde. Alors, pour moi, encore une fois, on n'est pas au bout de nos peines. C'est pas un réflexe. Le plus grand moteur du changement, ça va être les entreprises. Et il faut que les entreprises soient là. On a beau mettre tout le contexte, toute l'aura autour de ces organisations-là. On peut mettre toutes les lois qu'on voudra. Ce sont les entreprises qui sont un des plus grands contributeurs à la richesse collective. Et ces entreprises-là doivent être au rendez-vous. Alors, c'est important de continuer, comme on dit, à militer et à travailler fort. Puis moi, ce que je vois en étant au quotidien, en train dans des entreprises avec des entrepreneurs, etc., c'est même ce qui est flagrant, puis ça fait quelques années, ça fait un paquet d'années que je le sais, et puis que ça se vraiment vérifie tous les jours, c'est les humains, c'est les personnes dans les entreprises, parce que l'entreprise, c'est le vecteur, c'est l'outil, là, mais c'est vraiment, souvent, ça part de 1, 2, 3 personnes, un comité de direction, mais ça part toujours de quelque chose. On travaille beaucoup avec des entreprises qui sont en transfert familial, souvent. Et on le voit, souvent la plus jeune génération dit ok, moi l'entreprise m'intéresse, mais j'ai envie d'avoir un impact sociétal et de faire de la business mieux, on va dire. Donc je vais continuer à faire cette business-là, mais je veux la faire mieux, je veux que ça ait plus de sens, je veux mobiliser mon monde, etc. Donc c'est quand même une aventure humaine. Et puis l'entreprise, le modèle d'affaires, il s'adapte. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vérifie vraiment tous les jours. Donc c'est d'humain à humain quand même que ça se passe. Et c'est souvent une personne, on le voit à la ville de Montréal, c'est une personne qui a été, c'est une rencontre qui fait que tout d'un coup, il y a un parcours de développement durable s'est créé. Enfin, tu vois, donc je trouve qu'il faut vraiment choyer les entrepreneurs et les personnes dans les organisations, quoi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, une entreprise est beaucoup mieux positionnée, outillée pour être capable de faire un virage puis effectuer cette transition écologique-là qu'elle doit. C'est un passage obligatoire. C'est même pas une question de se laisser désirer. Moi, je vais refuser dans le futur
d'acheter quoi que ce soit si l'entreprise, à un moment donné, ne prend pas les dispositions pour faire son virage écologique. OK? Alors, c'est un effort collectif, mais pour moi, c'est déterminant. Mais aujourd'hui, on recule il y a 10 ans, écoutez, on n'avait vraiment pas l'écosystème pour les appuyer. Alors, aujourd'hui, si tu es encore à te laisser tirer l'oreille, ben moi, je pense qu'il y a un aspect de paresse, comprends-tu? Où les chiffres comptables, les données financières sont définitivement plus importantes que tout le reste. Alors, ça ne peut plus, là. Ça peut plus, là. Il y a un débalancement dans la dynamique, là. Puis moi, ce que je vois beaucoup aussi dans les entreprises, c'est des entreprises qui, de fait, par leur mission, leurs produits, leurs services, contribuent à la solution, ont vraiment une mission, une vocation sociale, sociétale, mais les comités de direction ne s'en rendent pas compte, en fait. C'est assez étonnant de voir ça, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables qui apportent une vraie valeur ajoutée à la société, mais dans laquelle les gens pensent, les comités de direction, puis je pense qu'on a un problème de terminologie, on a un problème, ça nous bloque un peu, mais de dire, ah bah oui, ça c'est notre business, puis on va faire du développement durable. On l'entend encore tout le temps. Donc d'arriver à relier la mission de l'entreprise et de dire, bah, il y a des choses, il y a des impacts négatifs que tu peux avoir, on va les réduire, puis on va booster ta contribution sociale, sociétale, etc. Ben ça, il y a un shift de mentalité encore chez les dirigeants d'entreprise, je trouve. Et pourtant, pour nous, c'est clair, là, mais les entrepreneurs, c'est un peu plus dur. Connecter la stratégie avec l'opérationnel, puis de dire que un et l'autre sont maintenant sur le fil conducteur du développement durable, parce que c'est lui qui doit être ce que j'appelle le pivot central de l'organisation. Je suis désolé, là. La valeur économique ne peut pas prendre plus d'importance que la valeur sociale ou sociétale ou environnementale qu'elle va engendrer ou générer. Tu ne peux plus faire de l'argent en sachant que tu détruis la planète ou que ton impact est négatif sur la planète. Alors, c'est là. C'est ça, la notion de performance est en train tout doucement de s'élargir à une performance globale qui recouvre toutes ces notions-là, effectivement. Et puis, écoute, peut-être pour le mot de la fin, Pierre, tu pourrais nous dire, c'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine étape du voyage, là? Qu'est-ce que tu vois écoutez, livrer le carbone, ça va être déjà, on est 10, 12, 15 ans en avant. Tu veux livrer le carbone avec ton petit sac à dos? D'accord. Mais la beauté du carbone ici, par exemple, à l'opposé ou à la différence de l'éco, où on travaille beaucoup dans l'intangible. On essaie de transformer l'intangible en tangible. On regarde tous les leviers, tout ça. Le carbone, c'est purement et durement du tangible. C'est du data, c'est des données qu'on collecte, mais ces données-là, mutualisées, regroupées, tout ça donne une lecture de notre empreinte. Et ça, pour moi, je pense que ça va être beaucoup plus facile de faire accepter, de mobiliser les entreprises parce que c'est purement mesurable, quantifiable. On est quand même 10, 12, 15 ans en avant, tout le monde. Ça reste à mettre la stratégie derrière et ça reste une question d'humain. C'est ça. Alors, moi, j'ai décidé que dans l'offensive carbone, on ne ferait pas juste l'entreprise et ses produits, on va faire la chaîne de valeur aussi. On va commencer à donner de la profondeur maintenant dans la prise de mesure de ton empreinte écologique. Puis, tu ne peux pas juste dire « c'est mon maillon de la chaîne, puis je le fais bien, puis tout ça ». Si tes 3 autres maillons de la chaîne scrapent la planète, ben je suis désolé. C'est ton impact. C'est ton impact parce que tu n'en as pas tenu compte en amont et en aval. La responsabilité maintenant, en amont et en aval de nos activités, va être le grand défi. De dire que tu es mon fournisseur, moi, mon marché, je veux que mon marché soit à mon image. Je veux que mes technologies, mes produits, mes services que je vais livrer sur le marché, c'est à mon image. Alors, où tu t'insères, où tu t'éjectes. Et c'est là qu'il va être le grand passage des industries maintenant. La prémisse du développement durable, c'est une prémisse que j'appelle obligatoire pour toutes les entreprises. Je dis 100% des entreprises, vous devez avoir un plan d'action, vous devez inclure ça dans la stratégie, la mission, tout ça. C'est même pas discutable. L'empreinte écologique, c'est la même chose. Vous allez être obligé demain. Et puis, ce qui s'en vient, ce que je crois fermement, c'est que les grands donneurs d'ordre de la planète, à un moment donné, vont fixer des barèmes.
ils vont dire toutes les entreprises qui nous fournissent, si vous êtes à l'intérieur des barèmes au niveau de votre impact, votre empreinte écologique, vous allez pouvoir faire du commerce. Si vous êtes en dehors des seuils, vous êtes out du commerce. Alors, on va assister vraiment encore une fois à une division des entreprises qui met juste encore sur le pouvoir financier, capitalisme pur et dur que j'appelle, vers, encore une fois, des conditions de marché qui vont exiger d'être à l'intérieur. Puis ça veut dire que sur la base régulière, vous allez être obligé de mesurer vos impacts. Puis avant de prendre une décision, l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, tout ça, vous allez être obligé de réfléchir en amont avant même de le produire. Ouais. Puis la sélection des matériaux, vous allez être obligé de judicieusement et de façon éco-consciente de les sélectionner pour que l'empreinte écologique, oh, mon indice a monté, je suis obligé de rebalancer. Alors, moi, je pense que c'est là qu'est l'avenir de la planète. Excellent. Merci. Ben, merci à toi, Esther. Et puis, écoute, la suite au prochain épisode, Unstoppable. Donc, écoute, on serait ravis d'être à nouveau là avec le World Forum dans les années à venir. Et, oui, j'aimerais beaucoup à un moment donné retourner parce que j'étais là à Lille. Oui. Je suis allé à Lille. Alors, c'est important, ces organisations-là. Oui, Puis bravo au World Forum. Je fais juste dire que c'est important que ces organisations-là vivent. C'est important que les gens qui travaillent au World Forum y croient. Et parce que vous êtes un puissant catalyseur, un puissant diffuseur de la bonne nouvelle, finalement, de la parabole qu'on appelle. Et on a besoin de vous pour être capable de faire les choses sur le terrain. Merci. À Merci bientôt. tout le monde.